Parfait. Eh bien, on commence. Donc, l'idée, ça va être ici de vous présenter la licence. On va commencer par un chiffre pour que vous ayez un petit peu l'idée. Aujourd'hui, si on prend l'ensemble des titulaires du BTS opticien-lunetier, il y a 66% des étudiants qui poursuivent leurs études après ce BTS sur une spécialisation. Alors, vous le savez, des spécialisations, il y en a trois. La filière dont on va parler ce soir, la filière santé visuelle avec la licence professionnelle d'optique. Il y a également donc le bachelor manager en optique pour ceux qui ont plus la volonté de s'orienter dans le management de magasins, la création de magasins. Il y a un webinaire d'ailleurs qui a lieu le 7 février prochain, donc dans 2 jours, si vous voulez des infos dessus. Et puis le bachelor lunetier créateur, là qui est pour ceux qui veulent s'orienter dans le design et lunetterie. Le webinaire a déjà eu lieu donc le 1er février. Vous pouvez tout à fait revisionner, demander à visionner ce webinaire si vous l'avez raté. Au niveau, alors moi je suis la directrice de Toulouse, comme vous l'avez compris. Il faut savoir que ce soir je représente tous les centres de formation ISO, puisque tous les centres de formation ISO proposent la licence professionnelle d'optique, comme vous pouvez le voir sur cette carte. Donc avec les 9 centres de formation répartis sur le territoire français. En petite aparté, vous avez donc les BMO aussi qui sont situés avec les pastilles jaunes et les BLC, donc les centres qui proposent cette formation, en l'occurrence Paris et Bordeaux. Alors, on va se refocaliser sur la licence professionnelle d'optique. Pourquoi poursuivre dans cette voie? Évidemment, pour poursuivre l'enseignement que vous avez eu en BTS en matière d'optométrie et a fortiori de contactologie, puisque à ce jour, vous avez un petit peu de théorie, mais absolument pas de pratique. Donc, c'est vraiment... voilà, continuer, poursuivre, devenir des experts dans ces domaines pour exercer des fonctions avec davantage de responsabilités et puis rentrer dans les standards européens qui sont le niveau licence, puis éventuellement master et doctorat. C'est aujourd'hui, si notamment vous avez l'intention de partir à l'étranger, vous aurez la possibilité de poursuivre vos études ou de trouver du boulot plus facilement avec un niveau licence plutôt que BTS. On en reparlera juste après. Évidemment, vous démarquez des opticiens, avoir une meilleure rémunération. Et puis, s'inscrire dans l'évolution du métier. Malheureusement, le BTS que vous passez aujourd'hui, qui vous permet d'être opticien, vous le savez sans doute, n'a pas été réformé depuis 1997. On attend une réforme imminente, mais le métier a beaucoup évolué depuis. Et donc, le but, c'est de pouvoir assumer ces délégations de tâches, ce droit qu'on a donné aux opticiens de réaliser des examens de vue, voire de pratiquer des adaptations en lentilles. Autre raison, s'il en manquait, ça aide évidemment vos magasins. Enfin, vous savez, vos magasins essayent pour certains d'adhérer à des réseaux et puis plus on a des personnes diplômées en magasin et notamment de la licence, plus ça permet de faire avoir un bon scoring et avoir des chances d'être pris si c'est ce qu'on souhaite. Et puis, vous ouvrir d'autres portes aussi. Il est possible qu'à un moment de votre carrière, alors ou à l'issue de la licence ou plus tard dans votre vie, vous ayez envie un peu de sortir des magasins et rencontrer, découvrir d'autres types de pratiques professionnelles, travailler par exemple en cabinet d'ophtalmologie. Et là, évidemment, faudra cette licence pour pouvoir vous ouvrir ces portes. Hop. Je regardais si tout le monde était rentré. Nickel. Je vous ai dit que je revenais tout à l'heure au système licence qui était important pour travailler à l'étranger, mais qui va le devenir aujourd'hui en France. Il faut savoir que quasiment partout dans le monde et que partout en Europe, on est opticien à bac+3. On est donc un des derniers pays à être opticien à bac+2, partout ailleurs, donc c'est bac+3. On est aussi la dernière profession paramédicale en France à être diplômée à bac+2.
toutes les autres ont eu leur réforme et sont passées en bac+3. Ça veut dire pour vous que demain, quand cette réforme aura eu lieu, alors vous dire si c'est dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, j'en sais rien, mais en tout cas, elle est en cours, elle est en marche, en cours de discussion. Demain, les futurs opticiens auront tous un niveau bac+3, donc ça peut être un argument de plus pour vous motiver à faire cette année supplémentaire et pas vous retrouver demain en concurrence avec de jeunes qui auront des niveaux d'études supérieurs aux vôtres. Les débouchés, on en a un petit peu parlé, hein, mais évidemment, opticien optométriste, alors que ce soit en magasin ou en cabinet d'ophtalmo, être adaptateur de lentilles de contact, alors c'est vrai que là j'ai mis en magasin, mais aussi en cabinet d'ophtalmo, on en a beaucoup aussi. Et puis après, devenir éventuellement chef produit, responsable technique dans des laboratoires ophtalmiques ou de contactologie. Et puis peut-être que vous voudrez rejoindre nos équipes enseignantes et pour pouvoir enseigner en BTS certaines matières comme l'analyse de la vision, l'optométrie évidemment, ben, vous devez être titulaire de cette licence professionnelle d'optique. Donc voilà pour les débouchés. Alors, comment se passe cette licence? Il y a 2 grandes voies. Donc, une formation initiale. La formation initiale, c'est une formation où vous n'êtes pas en apprentissage, vous êtes à 100% sur votre formation. Et cette formation, elle n'existe donc que à Orsay. Il faut savoir que l'Université de Paris-Saclay, avec qui on est en partenariat pour cette licence, c'est elle qui délivre à la fin votre diplôme. C'est réservé donc la possibilité de proposer cette licence en formation initiale. C'est une formation qui se passe en 1 an et vous avez évidemment, alors quelle que soit l'option, l'impossibilité de poursuivre sur le master. Nous, ce qu'on propose dans les ISO et également évidemment l'Université de Paris-Saclay le propose aussi, c'est de faire cette formation en apprentissage. C'est la même durée, hein, 1 an également supplémentaire. Et vos chances de poursuivre sur un bac+5 sont les mêmes, quelle que soit la voie choisie. Alors, lorsqu'on est en formation initiale, faut savoir qu'en France, sur l'Université de Paris-Saclay, il y a à peu près 60 places. Au niveau des conditions financières, vous avez grosso modo 270 € à régler à l'Université de Paris-Saclay pour l'année, hein, puisque vous allez payer la CEVEC, vous allez payer les droits d'inscription, mais on est sur une université publique, donc vous n'avez pas à payer vos frais de formation. Par contre, vous n'avez pas de rémunération, comme c'est le cas dans le cadre de l'apprentissage. Donc, en apprentissage, vous n'avez plus de statut étudiant, vous êtes salarié en apprentissage. Là encore, c'est 1 an et vous allez avoir une rémunération à la fin de chaque mois qui est un pourcentage du SMIC. Sur une diapo juste après, je vais vous parler des salaires. Au niveau des frais que vous aurez, qui sont à régler à l'Université de Paris-Saclay, il y a des frais de dossier de 210 €, mais qui seront payés par vos futurs employeurs. D'accord? C'est pas à vous de régler ces frais. C'est dans le cadre de l'apprentissage où cette formation ne doit rien vous coûter. Ensuite, les frais de formation, évidemment, sont intégralement pris en charge. Le coût de cette formation, c'est le coût qui est donné par Orsay, hein, c'est 7 257 € pour l'année prochaine. Donc ça, intégralement pris en charge dans le cadre du contrat d'apprentissage. Et puis, vous, ce qui vous restera, à régler et qui est obligatoire et qui ne peut pas être pris en charge par l'employeur, c'est la CEVEC, ce fameux nouvel impôt, entre guillemets. Oh là, il y a quelqu'un qui a son micro et qui fait beaucoup de bruit. Donc ça qui reste à votre charge, cette année c'était 100 €, l'année prochaine ce sera peut-être 105 €, mais voilà ce que vous devez prévoir d'un point de vue financier pour l'année prochaine. Alors, une petite aparté, je ne sais pas si parmi vous,
Vous êtes une centaine ce soir. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà travaillé de nombreuses années en magasin, qui sont en reconversion ou qui sont en poursuite d'études après avoir travaillé quelques années? C'est une grosse nouveauté hein, puisque c'est tombé aujourd'hui. Là, on est vraiment au dernier stade de validation pour ouvrir avec l'Université de Paris-Saclay un format digital. En fait, donc l'intégralité des TD et des cours serait en distanciel. Et il y aurait 5 semaines complètes de TP qui seraient sur site. Et au jour d'aujourd'hui, les 2 sites qui ont été choisis par l'Université de Paris-Saclay, c'est évidemment Paris-Saclay et l'ISO-Lyon. Donc, juste si certains d'entre vous se sentent concernés par ce type de format, vous mettez dans le chat vos coordonnées en mettant que c'est par rapport au format digital. Et dès qu'on aura la validation ultime de Paris-Saclay, on vous transmettra toutes les infos nécessaires. Les modalités du contrat d'apprentissage. Donc, lorsque vous serez en licence, vous aurez un contrat de travail de 35 ou 39 heures. Les deux sont tout à fait possibles. Et les heures que vous allez passer à l'ISO sont évidemment comptabilisées comme des heures de travail. Donc, on en parlera juste après, mais les différents ISO n'ont pas tous le même rythme. C'est-à-dire que nous, par exemple, à Toulouse, c'est 2 jours par semaine et toutes les semaines de cours TP, TD, de présence à l'école. Donc, en moyenne, ça fait 14 heures à l'ISO. Donc, si vous avez un contrat de 35 heures, vous passerez 21 heures en magasin. Si vous avez un contrat de 39 heures hebdomadaire, vous passerez 25 heures en magasin. Après, il y a, on en parlera juste après, mais des ISO qui ont choisi de faire 3 jours tous les 15 jours sur une durée un petit peu plus longue. Il faudra évidemment vous rapprocher des différents centres de formation de premier choix pour connaître le rythme de l'école dans laquelle vous souhaitez rentrer. Les salaires. Alors, le salaire est fonction de l'âge. Et donc là, vous avez un salaire pour les 18-20 ans. Vous êtes assez peu nombreux, mais ça arrive. Donc, c'est 1113 euros. Jusqu'à 25 ans, ensuite, c'est 1289. Et pour les plus de 26 ans, c'est 1978,95 euros. Voilà. Il y a eu cette année une augmentation de plus de 12% de ces rémunérations, ce qui vous permet d'atteindre des rémunérations assez confortables pour une formation en apprentissage. Votre BTS est désormais valorisé, donc vous avez cette nouvelle grille de salaire qui est plutôt intéressante. Le durée du contrat est de minimum 12 mois et vous allez pouvoir commencer votre contrat d'apprentissage au plus tôt 2 mois avant la rentrée. Les rentrées sont en général vers le 15 septembre, donc ça veut dire que vous pouvez commencer votre contrat d'apprentissage vers le 15 juillet. Au plus tôt, hein, évidemment. Et puis, vous pourrez le finir 2 mois après la fin des examens, sachant que la fin des examens, c'est en juin. Donc, globalement, vous pouvez aller jusqu'à fin août de l'année suivante. Mais c'est 12 mois minimum. J'attire vraiment votre attention dessus. C'est pas juste la durée des cours. Vous ne pouvez pas faire un contrat du 15 septembre au 30 juin. Ça ne couvre pas l'année entière. C'est insuffisant. Dernière petite chose, lorsqu'on est en apprentissage, on bénéficie de ce qu'on appelle un premier équipement gratuit. Et dans le cadre de la licence, donc tous les centres de formation ISO ont fait le choix d'utiliser cette enveloppe auquel vous avez le droit de 500 euros pour vous équiper, notamment d'un skiascope qui est vraiment le plus gros investissement de ce premier équipement. Mais vous avez tout le petit matériel nécessaire à cette formation. Et le fait d'avoir maintenant un skiascope, hein, ça vous permet vraiment de pratiquer en magasin et c'est très intéressant pour vous. Alors, je vais vous parler de l'organisation de l'ISO Toulouse pour que vous voyez un petit peu comment ça se déroule. Je vous l'ai dit, les différents ISO, en fonction de leur planning, des disponibilités des enseignants, ont parfois d'autres calendriers, mais globalement, on arrivera au même nombre d'heures de cours de TP et de TD.
Alors, si on prend l'ISO Toulouse, donc sur une année, vous allez avoir cours les lundis, mardis. Faut savoir que sur l'année, ça représente 509 heures de formation. Sur Toulouse, alors chaque centre a un quota qui est déterminé par l'Université de Paris-Saclay. Ça aussi, c'est des éléments, j'ai pas voulu répertorier pour tous les ISO en France, hein. Pour vous donner une idée, Toulouse a 80 places, donc on fait deux classes de 40 étudiants. Lorsque vous êtes en TD ou TP, vous êtes systématiquement en demi-groupe. Donc, pour Toulouse, qui a des classes de 40, les demi-groupes sont de 20. Voilà, à voir avec chaque établissement. Ça veut dire que les cours qui sont en classe entière, hein, sur les 509 heures, ne représentent que 157 heures dans l'ensemble. Donc, globalement, par rapport à ce que vous connaissez aujourd'hui dans le BTS, le ratio, le rapport entre cours théoriques et TP-TD est complètement inversé, puisque là, vous avez largement plus de TP et de TD que de cours théoriques, puisqu'encore une fois, ils ne représentent que 157 heures sur les 509 heures de formation. Je vais vous parler un petit peu des évaluations. Alors, les évaluations, il y en a de deux types. Pour obtenir sa licence, il faut à la fois réussir, obtenir des notes dans le cadre d'un contrôle continu tout au long de l'année, et vous allez passer un examen final à l'Université de Paris-Saclay, dans le courant du mois de juin de votre année scolaire. Je vais revenir sur les pourcentages, hein, de contrôle continu et d'évaluation. Là, je vous présente le calendrier de l'ISO Toulouse pour que vous voyez un petit peu comment ça se déroule. Vous avez, quand les étudiants sur des lundis, mardis sont en jaune, c'est qu'ils sont en contactologie. Quand c'est en bleu, c'est qu'ils font de l'optométrie. Donc, on essaye d'alterner une semaine sur deux optométrie, contactologie, pour que vous ayez un petit peu le temps d'assimiler d'une session sur l'autre. Donc voilà le calendrier, là, cette année, c'est le calendrier qu'il y a eu cette année pour une des classes, hein. Ils ont commencé le 11 septembre et leurs examens termineront au plus tard le 14 juin. Voilà. L'emploi du temps hebdomadaire, donc une semaine sur deux, que ce soit le lundi ou le mardi, ils ont ou opto ou contacto. Et globalement, une journée type, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à 3 heures de cours théoriques. Alors ça, c'est sur le début d'année. À partir de mi-mars, tous les cours sont terminés. Donc, ce sont des journées entières de TPTD. Mais d'ici là, donc, on va avoir 3 heures de cours et puis 2 heures de TP, 2 heures de TD dans une journée. Donc, c'est les fameuses 7 heures dont je vous parlais sur le temps passé à l'ISO. Alors, les compétences à acquérir pour réussir cette licence. On rentre un petit peu dans le jargon là de la licence et des universités. On n'a plus des matières comme maths, physique, etc. Enfin, il n'y a pas de physique en BTS, mais maths, analyse de la vision, etc. Vous allez avoir des blocs de compétences qui est noté là en haut de ce tableau, donc BCC. Donc, pour réussir cette licence, il faut valider avec une moyenne supérieure à 10 ces 5 blocs de connaissances. Donc, si on prend le premier, par exemple, le premier, il s'appelle bloc de compétences et de connaissances optométrie théorique. Dedans, vous allez retrouver les connaissances théoriques d'optométrie et la basse vision. Ça correspond à des cours que vous allez avoir et que vous allez devoir apprendre et vous serez évalué sur la connaissance de ces cours sous la forme de QCS, et exclusivement de QCS. Donc ça, c'est les BCC théoriques. Vous avez le même en optométrie et en contactologie. Les chiffres qu'il y a ici, connaissances théoriques avec le petit 7 entre parenthèses, basse vision avec le petit 3, ça correspond évidemment au coefficient sur l'ensemble de la licence de ces matières. Donc, optométrie théorique, contact théorique,
Ensuite, vous avez de l'optométrie pratique qui est évaluée sous deux formes. Un, les travaux pratiques, donc ça ressemble un petit peu à ce que vous faites en BTS avec votre oral d'optométrie, où vous allez avoir une procédure à suivre et puis une analyse qui en découle. Et vous aurez aussi un exercice un petit peu inverse, où on va vous donner toutes les données d'un protocole qui a été suivi en optométrie ou en contactologie. On va vous donner tous les résultats au test d'une personne et on va vous demander de réfléchir à ces résultats obtenus pour pouvoir proposer une solution qui puisse correspondre aux besoins du client et de tous les tests qui ont été passés et dont vous avez les résultats. Donc, c'est ce qu'on appelle l'analyse de cas. Et là encore, donc au F5, hein, même importance que ce soit pour les travaux pratiques ou l'analyse de cas. Et vous avez évidemment la même chose en optométrie et en contactologie. Un dernier bloc, un bloc professionnel où vous allez avoir en COF3 une unité d'enseignement qui s'appelle anglais législation informatique. Alors effectivement, vous allez retrouver un petit peu d'anglais, alors très peu ou trop peu à mon sens, puisqu'il n'y a que 15 heures d'anglais dans l'année. Mais ça vous permet quand même d'enrichir votre vocabulaire sur du vocabulaire technique hein, en optométrie et en contactologie. Vous avez de la législation. Alors là, ne prenez pas peur tout de suite. Ça n'a rien à voir avec le droit que vous voyez actuellement en BTS. Là, on est sur 3 heures de cours qui reprend en fait la réglementation. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire en tant qu'opticien optométriste en matière d'examen de vue, de contactologie, etc. Donc, c'est vraiment du droit professionnel et lié typiquement à cette formation. Et puis, vous avez de l'informatique. Alors, c'est une matière qui n'est pas évaluée. Vous avez 3 heures de cours d'informatique dans l'année. Globalement, ça va vous aider à rédiger le mémoire qui arrive juste après la COEF 8, donc le TER, travail d'études et de recherche. Donc, en plus de tout ce qu'on a vu, vous allez avoir un mémoire à faire et à rendre dans le courant de l'année et que vous soutiendrez. Vous avez coupé votre micro, on vous entend plus. Ça fait longtemps? Non, non, Ah. 2 minutes, pas plus. 2 minutes. Vous en étiez où? Est-ce que vous avez entendu sur l'informatique? On avait juste terminé l'informatique. Bon, ben voilà. Alors, je vous reprends le mémoire. Ce fameux TER COEF 8 qui souvent fait peur, mais il faut vraiment pas avoir peur parce que le TER, c'est un mémoire qui, vous verrez, est très intéressant à faire puisque vous allez pouvoir choisir un sujet. Alors évidemment un sujet autour de l'optométrie ou de la contactologie. Et sur ce sujet, vous allez faire comme une bibliographie, c'est-à-dire que vous allez rechercher tous les articles scientifiques sur ce sujet et faire une synthèse de ces documents. Donc c'est vraiment très intéressant. Ça prend du temps, mais vous êtes extrêmement accompagné. Vous verrez à chaque fois, chaque étudiant a un tuteur qui va le suivre tout au long de l'année pour la rédaction de ses mémoires. Et enfin, une dernière unité d'enseignement. Alors ça s'appelle une unité d'enseignement activité en entreprise. En fait, tout bêtement, c'est la note que va vous donner votre tuteur en entreprise sur votre période d'apprentissage. Donc, qui est quand même COEF 9. Voilà. Et en général, ça se passe bien et vous avez des bonnes notes. Ce qui est plutôt rassurant par rapport à ce que vous avez peut-être lu sur ce tableau avec les seuils. Vous avez vu en rouge, il y a des seuils. Ces seuils sont les notes minimales que vous devez obtenir. C'est-à-dire que non seulement il faut que vous ayez plus de 10 de moyenne sur l'ensemble de ces unités d'enseignement, mais il ne faut pas que vous ayez moins de ces seuils dans aucun des blocs de compétences. D'accord? Bon, les seuils sont à 7 pour les 4 premiers blocs. Donc ça, voilà, pas de souci, etc. Il y en a un souvent qui fait peur, c'est le dernier où le seuil est à 10. Je vous rassure tout de suite, il y a encore, la première fois, c'était l'année dernière, où ils ont rajouté justement cette note de l'employeur. Avant, il fallait, pour obtenir sa licence, avoir plus de 10 sur 20
aux mémoires. Et on n'est pas à l'abri d'un accident, d'un sujet qui plaît pas, que sais-je, un travail un peu moins fourni qu'attendu ou autre. Et donc, vous n'aviez pas votre licence si vous n'aviez pas plus de 10. Aujourd'hui, c'est plus de 10 sur l'ensemble de ce bloc. Et même si vous avez un petit accident en mémoire, c'est souvent évidemment compensé par la note d'activité en entreprise. Donc, il faut vraiment ça ne veut pas dire que ça ne demande pas de travail, c'est pas vrai. Le TER, c'est un vrai sujet qu'il faut suivre tout au long de l'année, mais la pression n'est pas la même que celle qu'on pouvait vivre les années précédentes lorsqu'il fallait absolument obtenir plus de 10 sur ce mémoire. Petite particularité de cette licence, c'est que vous avez une vraie session de rattrapage en septembre. Quand je dis vraie session, c'est parce que si vous vous référez à la session de rattrapage qui peut exister en BTS, elle est vraiment extrêmement limitée sous certaines conditions. Il n'y a que quelques épreuves, etc. Là, absolument toutes les épreuves, vous aurez l'occasion de les repasser et en septembre. Et l'avantage de septembre, c'est que si je sais pas, vous avez pas réussi, enfin vous avez une mauvaise note en connaissance théorique d'optométrie par exemple, qui vous a pénalisé sur l'ensemble, ben, vous aurez le temps sur l'été de rebosser vraiment cette partie-là pour décrocher votre licence en septembre. Donc c'est plutôt quelque chose de très rassurant. Ok, là c'est la même chose que ce que je viens de vous dire. Oui, une petite chose importante quand même, c'est la répartition que vous allez avoir entre le contrôle continu et l'examen final d'Orsay. Globalement, on va dire c'est 40 de contrôle continu, donc les notes que vous obtiendrez tout au long de l'année dans votre site ISO, et puis 60% pour l'examen final, qui peut monter à 65% sur les travaux pratiques et l'analyse de cas. Voilà, donc c'est un contrôle continu qui, alors, ne dépasse pas la moitié, et en deçà des 50%, mais qui est quand même conséquent. C'est pas comme au BTS où vous partez avec aucun contrôle continu, vous allez partir aux examens avec 100% de la note en examen final. Là, il y a quand même un côté rassurant puisque vous avez vous arrivez à vous repérer au niveau de vos notes, savoir où vous en êtes et ce qu'il faut que vous bossiez. Et deux, vous pouvez déjà avoir un petit matelas de confort, on va dire, en ayant obtenu de bonnes notes à ce contrôle continu et arriver du coup un petit peu moins stressé à l'examen final. Alors là, j'ai repris un graphique pour que vous ayez un peu une idée des taux de réussite à cette licence. Alors là, j'ai pris le taux tout centre, hein. Globalement, vous voyez que ce sont des taux de réussite qui sont supérieurs à ceux du BTS, hein, puisque on est autour, ça fait 2 ans là d'affilée où on est autour des 85% de réussite. Donc oui, c'est une formation qui est difficile, mais qui est tout à fait abordable si vous souhaitez, vous suivez les conseils de vos enseignants, le rythme que votre centre de formation vous imposera, c'est tout à fait abordable. C'est un rythme, pardon, c'est un rythme un petit peu difficile, mais qui, pardon, je vais voir, je coupe mon micro et je crois que c'est revenu. Pardon. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ça va vous demander du boulot, mais c'est sur une période quand même limitée, de septembre à juin. Donc, ça vaut vraiment le coup de faire ces efforts. Je suis désolée, le chat n'est pas parti. J'espère que ça va revenir. Je vais vous laisser lire les diapos quand même. Les taux de satisfaction. Donc, globalement, on a un taux de satisfaction. Là, j'ai pris les chiffres d'ISO Toulouse, mais ils sont très similaires dans les autres écoles. L'année dernière, on avait 100% de satisfaction pour les étudiants de l'ISO Toulouse. Globalement, je crois que j'avais vu les chiffres. Vous pouvez tous les retrouver sur le site, hein, mais on est entre 95 et 100%. Donc c'est difficile, mais les étudiants y trouvent leur compte vraiment. Un taux d'abandon qui est relativement faible, on aimerait qu'il soit encore inférieur, mais qui est autour de 5%, et une insertion professionnelle de l'ordre de 96%. Insertion professionnelle, ça veut dire
quel est le pourcentage d'étudiants qui ont fait cette licence et qui pratiquent ce qu'ils ont appris lors de cette licence. Donc, ils pratiquent les examens de vue, la contactologie, etc. Alors, pour finir, je vais vous présenter, je suis désolée, la façon dont vous pouvez postuler. Alors, j'ai pas remis à jour, on a reçu, pardon, les dossiers de candidature d'Orsay. Donc, ça y est, ils sont arrivés. J'ai pas remis à jour ma slide. Donc, vous allez pouvoir effectivement compléter ces dossiers de candidature. Vous allez, sur ces dossiers de candidature, pouvoir choisir 2 villes. Alors, peut-être que ce serait intéressant que je vous les montre. Alors, je vais pas vous montrer toute ma boîte mail quand même. Tac, tac, tac. Non, c'est pas ça. Dossier de candidature, le voilà. Donc, et je vais vous le mettre dans le chat aussi, comme ça vous pourrez en prendre connaissance si vous ne l'avez pas encore reçu. Donc, c'est un dossier de candidature donc, qui est édité par l'Université de Paris-Saclay. Vous allez évidemment remplir votre état civil, etc. Et vous allez ici en 2e page pouvoir choisir votre centre de formation. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y a des étudiants de Rennes et de Marseille. Ça va être ajouté. Il y a eu une erreur là, visiblement, dans l'impression. Mais vous allez recevoir très prochainement le dossier de candidature faisant apparaître Rennes et Marseille. Alors, je vous montre ça pour vous dire que vous avez 2 choix au maximum. Donc, c'est bien mentionné ici. Hein. Vous allez choisir 2 centres de formation et mettre le chiffre 1 devant votre centre de formation de choix numéro 1, le chiffre 2 devant l'autre. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Quand vous aurez choisi votre centre de formation numéro 1, c'est à ce centre de formation que vous allez transmettre votre dossier de candidature, d'accord? Vous ne l'envoyez pas à Orsay, vous ne l'envoyez pas ailleurs, vous l'envoyez, vous avez, je crois, je ne sais plus en quelle page, je crois que c'est à la fin, toutes les adresses mail des centres de formation pour que vous puissiez transmettre ce fameux dossier. Donc, voilà. Vous avez ici, vous voyez une date qui est importante. Donc, aucune candidature ne pourra être prise en compte après le 20 mai. Et il se peut que, comme à l'ISO Toulouse, il y ait plusieurs phases de recrutement. Je m'explique. À Toulouse, je trouve que 20 mai pour savoir si on est pris ou pas dans le cadre de cette licence, c'est un petit peu tard parce que la grosse période de recrutement en apprentissage est plutôt dans le courant du mois d'avril. Donc, je fais 2 phases. Il y aura une première phase, alors ça, chaque centre pourra vous communiquer ces informations-là. Mais globalement, moi, j'ai demandé à tous les étudiants, si je dis pas de bêtises, de me renvoyer le dossier pour Toulouse. Et puis, si vous n'êtes pas de Toulouse et que vous êtes intéressé par ISO Toulouse, ben, on vous transmettra cette info aussi avant le 18 mars. Et si le 18 mars, enfin, on a votre dossier complet, on étudiera votre candidature et on vous transférera la réponse rapidement. Les dossiers qui ne sont pas arrivés avant cette date peuvent continuer à arriver jusqu'au 20 mai et en fonction des places qui resteront disponibles, votre dossier sera étudié à ce moment-là. Donc ça, c'est des choses dont il faut vraiment que vous vous renseigniez auprès de votre centre de premier choix s'ils font une phase ou 2 phases de candidature. D'accord? Pour être sûr, si vous êtes super motivé et que vous êtes sûr de vouloir faire ça, de ne pas passer à côté de la première phase, puisqu'il arrive qu'il y ait des années où il n'y a pas finalement de 2e phase, puisque toutes les places sont octroyées dès lors de la première phase. Donc, nous, comment est-ce qu'on va étudier ces dossiers? Évidemment, déjà, on va regarder s'ils sont complets. Donc, ça, c'est quelque chose d'important. Et on n'étudiera jamais, pas les dossiers incomplets, évidemment. C'est un premier critère de sélection qui vaut ce qu'il vaut, mais voilà.
On va regarder évidemment vos notes de BTS, votre moyenne générale, votre moyenne d'opto et votre moyenne d'AV. Ça, c'est vraiment ce qu'on va regarder en numéro un. Et puis, au-delà des notes, hein, on va évidemment regarder les avis des enseignants de ces matières et puis, évidemment, l'avis général hein, pour sélectionner les étudiants. On vous invite évidemment, alors je crois que ça fait même partie hein, des places obligatoires dans le dossier, à écrire une lettre de motivation pour qu'on mesure votre degré de motivation pour intégrer cette formation. Et puis, si vous avez déjà une promesse d'embauche, je ne sais pas si vous êtes alternant actuellement en BTS et que votre employeur vous a déjà promis de vous prendre l'année prochaine en licence si vous étiez admis, n'hésitez pas à mettre ce type de courrier. Ça peut apporter un plus à deux dossiers, on va dire, scolaires équivalents. S'il y en a un qui a déjà l'employeur et l'autre pas, peut-être que ça basculera évidemment davantage vers celui qui a déjà une promesse d'embauche. Alors, ça peut être une promesse d'embauche, mais aussi, même si votre employeur vous garde pas, mais a été super content de vous, bah, pourquoi pas une lettre de soutien de votre employeur actuel à adosser à votre dossier. Là encore, ça peut être un élément important pour nous. Les réponses, quand elles arriveront, ce sera oui, vous êtes admis. Non, vous n'êtes pas admis, vous êtes refusé parce que votre niveau scolaire est à ce jour insuffisant ou bah, vous n'êtes pas refusé, vous êtes actuellement en liste d'attente. En fait, nous, on va classer tous les dossiers hein, et si on a un désistement d'une personne qui était, entre guillemets, mieux classée que vous, eh bien, on va libérer cette place et vous pouvez remonter après sur la liste d'attente. Les listes d'attente bougent, hein, rassurez-vous. Sur une école comme Toulouse l'année dernière, on a bien une dizaine de places qui sont remontées de liste d'attente. Hein. Donc, soyez pas complètement défaitiste si jamais vous étiez en liste d'attente. Euh, alors, pour finir, on va juste parler des employeurs à venir. Faut vraiment que vous preniez cette recherche d'apprentissage comme une recherche d'emploi parce que vous allez ici, dans le cadre de cette formation, vraiment pratiquer de l'opto, de la contacto. Donc derrière ça, j'ai envie de vous dire, ben, soyez intelligent, ne soyez pas trop feignant et ben, choisissez des employeurs qui pratiquent l'optométrie et idéalement la contactologie. Alors la contactologie, c'est moins répandu, il y a moins de magasins avec des lampes à fente. Mais aller dans un magasin où on fait ni examen de vue ni adaptation de lentilles de contact, c'est franchement dommage et dommageable pour votre formation. Donc vraiment, quand vous allez chercher ce futur employeur, posez bien ces critères. Après, il arrive hein, que des magasins qui sont actuellement pas équipés. On a eu 2 cas à Toulouse cette année. Euh, des employeurs qui n'avaient pas de lampe à fente, qui n'étaient pas équipés pour la contactologie, mais voilà, dans leur projet de développement, avaient envie de le faire. Ils ont pris des étudiants en licence en s'engageant à équiper les magasins de lampes à fente pour pouvoir les aider à pratiquer la contactologie. Donc, c'est pas parce qu'ils n'ont pas actuellement qu'ils peuvent ne pas avoir pour votre arrivée. Donc, mais parler vraiment de tout ça, c'est important. Comment vous allez chercher votre employeur? Dans tous les ISO, il y a des ISO Job Meeting. À Toulouse, c'est le 25 mars, mais globalement, entre mars et avril, vous avez toutes les villes de France. Vous pouvez trouver sur le site de l'ISO hein, les dates des ISO Job Meeting. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, ce sont des rencontres qu'on organise. On fait venir en fait tous les recruteurs de nos régions dans nos écoles et vous aurez l'occasion sur une journée de venir passer de petits entretiens pour trouver votre futur contrat d'apprentissage. Donc ça, c'est la première possibilité. Évidemment, vous connaissez le site AQT, hein, où vous allez trouver des offres. Les offres pour de l'apprentissage en licence, hein, vous verrez, il y en a énormément. Vous serez une denrée recherchée. C'est pour ça que je vous disais, soyez intelligent derrière à choisir aussi les bons magasins. Dès lors que vous serez admis à l'ISO ou si vous êtes déjà étudiant à l'ISO, vous avez une plateforme qui s'appelle ISOLink qu'on vient complètement de refondre hein, et on diffusera toutes les offres d'emploi qui nous seront transmises par les recruteurs de la région et donc vous pourrez les consulter aussi via cette plateforme. On vous apportera toutes les infos dès lors que vous serez admis.
Et puis après, hein, n'hésitez pas, il y a beaucoup d'employeurs aussi, je pense à ceux qui sont situés dans les centres-villes, très demandés, etc., qui parfois ne diffusent pas d'offres parce qu'ils savent chaque année que les plus motivés vont se déplacer et vont aller les voir et qu'ils vont trouver leur futur apprenti comme ça, sans mettre d'offre. Donc, entre vous, bouche à oreille, déplacez-vous aussi, évidemment. Oui, là, j'avais rajouté aussi, pensez pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, ceux qui ne sont pas encore salariés, ceux qui seraient actuellement en formation initiale. Parfois, vous avez des profils Facebook, Instagram, pas pro. Sachez que c'est quelque chose qui aujourd'hui est très regardé par les recruteurs. Donc, pensez à faire votre ménage sur, enfin le ménage sur vos réseaux sociaux, et puis un réseau social aussi qui est très intéressant dès lors qu'on rentre dans la vie active, c'est le réseau LinkedIn où vous verrez en optométrie, en contactologie, il y a une vraie communauté et on apprend beaucoup de choses via ce biais. Euh, Autre aide qu'on vous apportera, alors c'est vrai que c'est plutôt pour ceux qui ont encore jamais cherché de futurs employeurs, mais vous aurez à disposition un outil qui s'appelle MyLearn et qui vous aidera à vous préparer, à préparer vos entretiens, à savoir ce qui est recherché aujourd'hui par un employeur, parce que au-delà de ce que vous savez faire, de votre niveau scolaire et tout ça, ce que cherche un employeur aussi, c'est est-ce que cette personne a de bons, alors, ce qu'on appelle des soft skills, mais a une bonne attitude, c'est se présenter, c'est s'adresser à un client, etc. Et donc ça, c'est une plateforme qui sera à votre disposition aussi et qui vous permettra de travailler tous ces points. Voilà, moi j'ai terminé. J'étais un peu bavarde. Je m'étais dit je ferais une demi-heure et puis avec ce chat, ça m'a pris du retard. Je vais regarder si dans la conversation il y a des questions. Euh, Bonjour, quelques personnes, dont moi, se sont retrouvées sur le webinaire BLC en quittant sur ce lien. Ah, ok. Serait-il possible d'avoir un récapitulatif de ce qui a été dit ces 10 dernières minutes? Il y a un enregistrement qui a été lancé. Donc l'enregistrement sera disponible, hein, vous pourrez évidemment Mais je vois qu'il y a Marina avec moi. Je ne savais pas que Marina était avec moi et m'aide à répondre. Peut-on faire sa licence en cabinet ophtalmologique ou dans un hôpital? Alors, en hôpital, je suis pas sûre. En tout cas, je n'ai jamais vu le cas. Par contre, en cabinet ophtalmo, oui, oui, tout à fait. On a des étudiants qui font leur licence en cabinet d'ophtalmo. L'oral du mémoire se déroule à Paris. Non. Depuis 2 ans, en fait, depuis le Covid, ils ont trouvé que vous faire déplacer pour cet oral était un peu dommage. Donc, vous le passerez, comme je le fais ce soir sur Teams, en partage d'écran. Vous présenterez votre soutenance. Évidemment, hein, les 2 membres du jury qui analyseront vos soutenances auront lu votre rapport en amont et l'auront noté. L'examen final de chaque matière, c'est également un QCS. Alors non, les examens finaux de connaissances théoriques, c'est-à-dire de cours, oui, sont des QCS. Par contre, évidemment, analyse de cas, travaux pratiques, ce sont des cas et ce sont des oraux. Le niveau est-il différent? Le salaire est-il différent entre BTS et licence? Alors, aujourd'hui, pardon, si vous regardez la convention collective, ce qui se pratique, etc., il y a grosso modo 150 € d'écart à l'embauche entre un titulaire du BTS et un titulaire de la licence, ce qui paraît voilà pas énorme. Mais si on regarde l'évolution de carrière des personnes qui ont fait uniquement le BTS ou ceux qui ont fait le BTS et la licence, on arrive à des écarts beaucoup plus importants dès lors qu'on compare à 5 ans déjà, on a de grosses différences. En fait, vous accédez à des niveaux de... Je me dis, je pourrais peut-être arrêter le partage, ce serait pas mal, hein. Vous arrivez à des niveaux de salaire et de responsabilité beaucoup plus rapidement avec la licence. Pap, pap, pap.
je sais plus où j'en étais. Ok. Pour Isopari, quelle est la date des derniers examens? Là, il va falloir me préciser la question parce que je ne sais pas ce que ça veut dire. Tous les examens, hein, toutes les écoles passent leurs examens en même temps. Et ça, c'est fonction chaque année c'est Orsay qui fixe ça. Hein, c'est autour du 15 juin. Alors là, oui, ça va dépendre aussi de ton âge, mais oui, c'est différent. J'imagine que c'est Ah, ça, c'est le salaire d'apprenti, hein, ok. Bonjour, est-ce qu'il s'agit d'un contrat de professionnalisation et qu'est-ce que la différence avec un contrat d'apprentissage? Alors, il s'agit d'un contrat d'apprentissage qu'on vous propose. La différence, il y en a plusieurs, hein, mais dans le cadre, en tout cas, les salaires que je vous ai donnés là sont les salaires des apprentis. Un contrat de professionnalisation, ça peut arriver qu'on en fasse pour des personnes qui ne rentrent pas dans le cadre de l'apprentissage, c'est-à-dire par exemple des personnes qui ont plus de 30 ans, où on va basculer sur un contrat de professionnalisation. Ce qui change, c'est pas tant pour vous, hein, c'est essentiellement pour l'employeur, à qui ça va coûter plus cher le contrat de professionnalisation. Il y a moins d'aide dans ce type de contrat. Donc on les fait vraiment que quand on ne peut pas faire autrement. Dans les modalités d'obtention, il y avait la certification. Ah, vous l'avez vu. Alors, aucun stress par rapport à ça. Si vous étiez scolarisé là sur les dernières années, vous avez dû entendre parler de ces certificats de langue qui devaient être imposés à toutes les formations Bac+2, puis Bac+3, puis ça devait passer au lycée. En gros, les ministères de l'enseignement supérieur et le ministère de l'Éducation nationale voulaient avoir une idée du niveau en langue des Français, des jeunes Français. Donc, toutes les formations devaient effectivement passer cette certification pour connaître le niveau. Ça a été annulé pour des questions de coût, hein, sur le niveau bac. Par contre, sur le niveau licence, ça a été conservé. Et donc, effectivement, pour obtenir votre licence, vous allez devoir passer une certification en anglais. Mais alors, aucune inquiétude pour ceux qui seraient vraiment pas bons en anglais, puisque quelle que soit la note enfin, alors c'est pas une note, hein, c'est une lettre que vous allez obtenir lors de cette certification, ça n'aura aucun impact sur votre licence. D'accord? Même si vous avez la moins bonne note, le fait que vous ayez passé cette certification suffit. D'accord? Alors, bon, si vous l'avez, vous avez une super note, ce sera quelque chose à rajouter à votre CV. Et si vous voulez aller étudier à l'étranger, ce sera toujours intéressant. Mais voilà, pas d'inquiétude, il faut la passer. Et l'ISO d'ailleurs finance le passage de cette certification pour vous. Donc vous la passez et quel que soit votre résultat, vous serez éligible à la licence. Ok, on nous a parlé d'un stage à l'étranger, hein, des informations complémentaires. Alors effectivement, à l'issue de la licence professionnelle d'optique, vous aurez la possibilité de faire un stage clinique à l'étranger. Alors les villes, enfin les lieux de stage, les universités et les cliniques avec lesquelles on travaille aujourd'hui sont New York, Sydney et Wenzhou en Chine. Et effectivement, à l'issue de votre licence, vous pourrez postuler pour ces stages cliniques. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Bah, pas grand-chose, mais c'est vraiment à la fin, hein, quand vous avez terminé votre formation, que vous avez terminé votre contrat d'apprentissage, que vous pourrez partir sur ces stages cliniques, donc courant de l'été de votre fin de licence. La rentrée, l'isotolo a-t-elle aussi? Non, elle a lieu mi-septembre globalement, hein. Je crois qu'il y a une ville, je crois que c'est Lyon qui commence tôt, avant septembre, mais autrement, non, non, c'est mi-septembre. Est-ce que mon employeur va toucher les aides pour mon année de licence? Oui, c'est un nouveau contrat d'apprentissage, donc tout à fait, il bénéficiera des aides. Alors oui, le dossier de candidature, bonne remarque. Je vous avais dit que je vous le mettrais dans le chat. Alors, j'essaie de le faire glisser. Ah, il veut pas. Ah. Allez, on va faire autrement. On va mettre dans les documents. Hop.
Et je vais essayer de vous joindre comme ça. Bon, mais je suis désolée. Je vous le mettrai dans le chat après. Vous pourrez revenir dessus parce que là, ça coince. Ça veut pas rajouter de pièce jointe. Je ne sais pas comment ça se fait. Ok. Ensuite, les jurys des oraux de TP sont-ils des personnes extérieures ou s'agit-il des enseignants en ISO? Il y aura des enseignants de l'ISO, il y aura des enseignants d'Orsay. En fait, ils créent des pôles. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce ne sont pas vos enseignants qui vous feront passer, mais effectivement, les enseignants de l'ISO sont des membres du jury d'Orsay chaque année. Un refus égale plus jamais d'opto chez ISO. Désolée, je comprends pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est un refus enfin, sur votre candidature? Je comprends pas tout à fait. Tu pourras toujours faire des examens de vue et pratiquer, mais pas d'adaptation en lentilles. Mais il y a le chez ISO là que je comprends pas. Un refus au choix 1 entraîne un refus pour le choix 2. Non, c'est tout l'intérêt de formuler deux choix. Si vous êtes refusé pour le choix 1, votre dossier sera rebasculé dans votre centre de choix 2. Et il se peut, en fonction de la qualité des dossiers qu'ils ont eus ou du nombre de places, le nombre de places est vraiment très variable en fonction des ISO, il se peut que vous soyez pris dans votre choix 2. Donc c'est pour ça, réfléchissez bien et surtout formulez bien deux choix. Les candidatures pour les stages internationaux sont-elles toutes acceptées? Oui ou non? Y a-t-il une sélection? Alors oui, il y a une sélection. Effectivement, il y a un nombre de places réservées dans chaque université. Et donc oui, il y a une sélection, mais vous serez tenu évidemment informé quand elle aura lieu. Envoyé par un, tu te préinscris pour la licence et sur l'Isolink. D'accord, ça a déjà été fait. Refus de candidature, licence, pas de licence. Oui, si vous êtes refusé, vous ne pourrez pas passer la licence dans votre premier choix. Bon. Dans le dossier, le choix d'Orsay, c'est pour l'alternance ou pour l'initiale? Alors non, c'est pour l'alternance. Le dossier que je vous ai montré tout à l'heure et que je vais essayer de vous transmettre est uniquement pour l'apprentissage. Donc si vous cochez Orsay là, ce sera pour l'apprentissage. Pour l'initiale, il faut aller sur leur site internet et vous trouverez le dossier pour l'initiale qui est un dossier à part. Quelle est la procédure à faire dans le cas où on souhaite faire sa licence dans un cabinet d'ophtalmologie? Elle est entre guillemets simple, il faut que vous trouviez un cabinet d'ophtalmologie qui accepte de vous prendre et après on fera un contrat d'apprentissage classiquement. Nous sur l'ISO Job Meeting de Toulouse, ça fait 4-5 ans maintenant qu'on a régulièrement un ou deux cabinets qui sont représentés. Mais sinon, il faut que vous postuliez directement dans les cabinets d'ophtalmologie. Donc, pour envoyer notre candidature, on ne l'envoie qu'à notre centre de premier choix. Oui, tout à fait. Et c'est nous qui nous chargeons, si on ne vous prend pas en premier choix, de transmettre au centre de deuxième choix. Combien de places pour ISO Paris? Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est 32. Je suis à peu près sûre que c'est 32 places, ouais, pour ISO Paris. Étant donné qu'il y a Paris-Saclay qui est pas très loin, ils n'ont pas autorisé un quota très important. Les deux plus grands centres sur la France sont Toulouse avec 80 places, Toulouse et Nantes où on a 80 places, et Lyon où il doit y avoir une bonne centaine de places. Est-ce qu'il reste des questions? Non, je suis arrivée au bout. Bon. Est-ce que tout est bon pour vous? Bon, écoutez, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente soirée et puis au plaisir de vous rencontrer si vous postulez sur ISO Toulouse. Et puis sinon, bonne continuation et puis surtout à tous ceux qui passent le BTS cette année, plein de bonnes choses et bon courage à vous. Bonne soirée, au revoir.